Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le dimanche 22 novembre 2015. Bienvenue dans notre édition du soir de notre journal régional. Ce soir, pour nous accompagner, notre invitée Mélina Seymour, elle conduira la liste Oui à la Guadeloupe à l'occasion des régionales. Hop là, petit souci technique. À l'occasion des régionales de décembre prochain. Bonsoir Madame Seymour. Votre liste s'intitule Oui à la Guadeloupe. J'ai envie de vous dire que personne ne peut vous dire non. Oui à la Guadeloupe, plus belle, plus propre, plus prospère, plus solidaire, plus dynamique. Oui, nous disons oui ensemble. On va détailler votre programme et votre philosophie pour ces élections régionales dans un instant. Pour l'heure, voici les titres de cette édition. Ouverture de la saison galodromique sur fond de diminution des pits et de discorde sur la loi qui interdit de nouvelles constructions. Dernière journée du salon du développement personnel et du bien-être, les Guadeloupéens friands des méthodes de relaxation. La fin du championnat automobile avec le rallye du Sud-Basse-Terre, Edmond Bicky, champion de Guadeloupe. Le journal Jean-Luc Icard. C'était aujourd'hui l'ouverture de la saison galodromique, autrement dit les pitacoques, aucune allusion bien évidemment à la campagne électorale. Une saison qui ne commence pas sous les meilleurs auspices pour les aficionados, comme on dit, des pits, avec la diminution de ces pits et une discorde sur la loi qui interdit de nouvelles constructions. Reportage à Mornalo de Karine Gielman. Comment relancer l'univers des combats de coqs, déjà mis à mal par la loi de 2012 qui interdit la construction de nouveaux pitacoques et n'autorise que la rénovation de ceux existants? La question est omniprésente pour les passionnés de combat désireux d'entretenir la tradition. Les jeunes ne prennent pas la relève, mais c'est pour tout, tout ce qui s'agit de patrimoine. Parce que organiser une journée comme là aujourd'hui dimanche, ça veut dire depuis vendredi matin, je ne fais rien. C'est uniquement en préparation avec du monde tous les jours avec moi. Donc c'est beaucoup de travail, il faut beaucoup de bras et ça demande et les jeunes ne sont pas toujours pour. Ça va continuer et puis tant qu'il y a des amateurs, on va pouvoir continuer. Mais quand les amateurs vont décider d'arrêter, le combat de coq va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un jeune qui a été élevé dans ce domaine ou qui habite à côté d'un pitacoque viendra tout naturellement. Mais un autre par curiosité, c'est très rare. L'absence des jeunes, mais également celle des femmes, est une des causes avancées. Pour élever les coqs, je connais qu'une seule, c'est Madame Dolores Belair. Et puis la secrétaire de la fédération, Madame Dani Rosel, elle élève des coqs aussi. En effet, si les femmes occupent des places au poste d'organisatrices, elles sont peu à participer directement dans le galodrome au combat ou même à assister au combat. C'est très dur parce qu'en Guadeloupe, nous sommes machos premièrement. Le patrimoine combat de coq, c'est quelque chose que le Guadeloupéen a toujours méprisé à plus de 80%. Maintenant, il y a une petite évolution. Vous savez, je suis Guadeloupéenne, j'aime la Guadeloupe. Mais quand je vais en Martinique, je vois le nombre de femmes qui viennent en Martinique au pitacoque, acheter leur ticket, s'asseoir. Ça me fait chaud au cœur. Et je me dis, le jour que nous arriverons avec ce niveau, je dirais que j'ai fait un grand pas, un grand travail. Pour préserver ce patrimoine, les galodromes doivent se rénover, mais également se moderniser. Ce jeu âgé de plus de 5 siècles risque en effet de disparaître au fil des ans. Les combats de coq constituent, vous l'avez entendu au cours de ce reportage, une véritable tradition en Guadeloupe. Une tradition entourée évidemment de ses codes et de ses rites. Explication Karine Gielman. Il est 9h au pitacoque de Belley. Les cocoleurs se présentent devant le juge. Car c'est l'heure de la pesée. Il a quel âge? 10 mois. Ce coq s'apprête à faire son premier combat. Vous leur donnez un nom? Oui, il y a un nom. Il s'appelle comment? Il s'appelle Tibache. Tibache? Pourquoi Tibache? Parce que moi je suis bâche. Moi je viens de Tibache. Il a déjà gagné des... Non. Son premier combat? Voilà. Il est petit tout jeune et puis voilà. Jean-Claude Bachat est le propriétaire du coq. Pour lui, les combats de coq, c'est une affaire familiale et de Paris. Mon beau-père avait une pite. Il s'appelle M. Lukira. Alors quand je suis marié avec sa fille, je suis rentré dans le combat de coq où j'ai fait beaucoup de combats à tout prix. 1500, 200, 300, voire aussi à la Martinique. Pour organiser ces combats, Dolores Belair est à l'affût depuis 4h du matin. Les gens arrivent, nous les appelons les coqueleurs. Pour organiser, il faut 60 places disponibles dans les caloges qui sont nettoyées depuis une semaine, désinfectées,
de l'insecticide pour qu'il n'y ait pas de puces, ni quoi que ce soit, ni des moustiques pour les coqs. Les gens arrivent, ils installent leurs coqs. On va peser les coqs pour savoir d'abord le prix, il y a le prix, il y a le poids aussi. Alors voilà, ça peut différer avec c'est-à-dire que moi, je peux faire peut-être 3-2, lui 3-2, mais si mon coq est à 300 € et lui il est à 200, on ne peut pas faire le combat. Une fois la pesée effectuée, le rituel est loin d'être fini. Les propriétaires vont remettre au juge la somme qu'ils ont dite, puisque nous sommes dans un lieu de respect de parole donnée. Il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'avocat. On donne au juge, le juge n'a pas de caisse. La caisse du juge, c'est sa poche, parce que nous sommes dans un lieu de respect de parole donnée. Bravo, petit bout! Maintenant reste à marier 2 coqs. Sous l'œil attentif de leur propriétaire, on leur installe des éperons d'acier. Le combat peut maintenant commencer. Et l'on parle maintenant du mécontentement, et c'est peu dire, du président du CROSS de Guadeloupe, le comité régional olympique et sportif, qui s'estime avoir été écarté de l'instruction du dossier de l'organisation des Jeux de la francophonie pour lesquels la Guadeloupe est candidate. Patrick Curie l'a rencontré, mais a aussi évoqué avec lui l'organisation éventuelle de la Coupe Davis, en tout cas un tour de la Coupe Davis. C'est une autre ambition guadeloupéenne. Les Jeux de la francophonie seraient-ils une bonne affaire pour la Guadeloupe? La semaine dernière, une délégation d'experts de l'organisation a rencontré les responsables politiques de la région, en particulier pour visiter les installations et examiner le dossier de candidature de la Guadeloupe. Le président du CROSS s'est dit surpris de ne pas y avoir été associé. Le CROSS de la Guadeloupe n'a aucune information sur le dossier des Jeux de la francophonie. Nous avons décidé, comme c'est une candidature guadeloupéenne, de ne rien dire qui puisse gêner cette candidature, mais maintenant, après l'instruction de ce dossier par les instances, nous regrettons de ne pas avoir été associés à cette démarche, ni en amont, ni pendant l'instruction du dossier. On ne sait même pas ce qu'il y a dans ce dossier de candidature. Nous ne pouvons que regretter cela, surtout que, selon nos dires, ça s'apparente plus à de la démarche politicienne et ce n'est pas vraiment dans l'intérêt de la stratégie territoriale, en tout cas du mouvement sportif. Dans le même temps, le monde du tennis guadeloupéen s'est mis en branle après que Yannick Noah, capitaine de l'équipe de France, ait affirmé sa volonté de voir le prochain tour de la Coupe Davis s'organiser en Guadeloupe. La Coupe Davis qui peut s'organiser en Guadeloupe, ça serait une bonne nouvelle pour le tennis, à condition qu'il y ait donc ce retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on appelle un héritage, c'est-à-dire un après. Ce qui est important lorsqu'on organise une compétition de cette sorte, c'est de savoir, premièrement, il ne faut pas que ce soit à 100% des dépenses guadeloupéennes, notamment budget des collectivités guadeloupéennes. Il faut qu'il y ait aussi du financement privé, du financement de la fédération. Et deuxièmement, qu'il y ait aussi un impact pour le développement du sport en Guadeloupe, sachant que, selon nos informations, s'il s'agit de 800 000 €, cela représente à la limite ce que la région dépense pour le meeting d'athlétisme, cela représente beaucoup moins que ce que nous dépensons par exemple pour la Route du Rhum. Et la Coupe Davis, c'est quand même plus médiatisé, plus international que ces deux événements. Nul doute que l'organisation de ces deux événements sportifs représenterait une belle vitrine pour la Guadeloupe. Reste à savoir si nos infrastructures seront à la hauteur des événements. Bonsoir Madame Seymour, vous serez le 6 décembre prochain la plus jeune des têtes de liste en compétition pour les élections régionales. Est-ce que votre jeunesse est un atout face aux autres candidats? La plus jeune, la Benjamine, effectivement, mais enfin pas la plus inexpérimentée. Je rappelle que c'est ma participation, c'est la 5e participation à une élection, dont la 3e dans le cadre des régionales. Et pour cette fois, en 2015, je me retrouve tête de liste pour le Oui à la Guadeloupe, une ambition que nous partageons avec le RDM et puis également Ambition Guadeloupe. Alors, on a du mal à vous situer sur l'échiquier politique. Vous avez commencé, vous l'avez dit, déjà en 2004. Vous étiez encore bien plus jeune. Vous étiez sur la liste, si je me rappelle bien, de Daniel Marsin. J'étais d'abord candidate aux vous élections... Vous étiez candidate au cantonal, mais là on parle des régionales. Vous étiez sur la liste de Daniel Marsin. 6 ans plus tard, vous étiez sur celle d'Aldo Blaise. On sait que vous avez été directrice de cabinet du maire de Saint-Louis-de-Marie-Galante, M. Cornano.
Alors, où est-ce que vous vous situez? Alors, effectivement, en 2004, j'étais deuxième sur la liste de Daniel Marsin. C'était un visionnaire à l'époque qui avait compris qu'il fallait que la jeunesse guadeloupéenne puisse entrer dans l'arène politique et s'investir dans son pays. Et à la fois, effectivement, au niveau des institutions majeures, des collectivités majeures de la Guadeloupe. Je me retrouve en 2010 aux côtés de Daniel Marsin, toujours dans le cadre des élections. Blaise Aldo qui conduit la liste. Oui, absolument, mais avec Daniel Marsin. Et effectivement, je me suis retrouvée directrice de cabinet. En fait, je suis où au niveau de l'échiquier politique? Je suis comme la Guadeloupe. Je suis comme les Guadeloupéens. À droite, à gauche en même temps? Non, c'est pas à droite, à gauche en même temps. Ce qui nous intéresse, c'est les valeurs. J'ai 33 ans et le fait de dire droite et gauche aujourd'hui n'a plus aucun sens. On n'a qu'à le voir au niveau national. Ce qui nous intéresse, c'est les valeurs. Fraternité, solidarité, respect, égalité et le sens du travail et du devoir accompli pour chacun. Alors, à partir de ces valeurs, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Guadeloupéens pour ces élections régionales? Ça fait 1 an que nous avons créé Ambition Guadeloupe et nous avons fait de nombreux échanges avec l'ensemble des Guadeloupéens. Tout le monde dit ça, mais concrètement, vous avez fait le bilan du président sortant, vous avez des projets, quels sont-ils? Alors tout le monde dit ça, je ne sais pas, je vous répète. Permettez-moi de vous dire que nous, en Ambition Guadeloupe, voici le travail que nous avons effectué. Nous avons rencontré des Guadeloupéens de toutes parts, de tous les horizons, depuis 1 an. Nous avons créé Ambition Guadeloupe en octobre 2014 et nous avons rencontré toutes les forces en présence. Ça ne me dit pas quelles sont vos priorités, les priorités, quels sont vos projets. Je ne sais pas, je suis invité pour répondre. Donc oui, mais si vous ne répondez pas à la question, vous la posez de nouveau. Permettez-moi que je réponde. Nous l'avons dit et nous le disons, nous le prenons depuis 1 an déjà. Nous avons 3 axes majoritaires, 3 axes majeurs que nous traitons. C'est la modernisation du développement économique, la jeunesse et également l'équité et la continuité. Modernisation du développement économique, ça veut dire quoi? Je termine juste le 3e point, c'est l'équité et la continuité territoriale. Donc les 3 points... Très bien, Madame Seymour. Oui. Alors, donc, la modernisation de l'économie. C'est tout simplement le développement de l'activité économique de façon plus équitable. On ne peut pas concevoir que le poumon économique de la Guadeloupe soit situé sur une zone marécageuse et effectivement avec tout ce qui va avec. Quand on sort d'Anse-Bertrand pour aller travailler à Jarry le matin, on a perdu 2 heures de temps. Je ne parle même pas en sortant de Saint-François. Donc ce sont des axes routiers qui sont engorgés. Nous, ce que nous proposons, c'est vraiment de développer les bassins d'emploi, le tourisme, l'agrotransformation, l'industrie culturelle et toutes ces niches d'emploi, le service à la personne, dont également une niche d'emploi aussi qui est très peu utilisée chez nous en Guadeloupe, c'est l'économie sociale et solidaire. Les entreprises aujourd'hui sont asphyxiées par, aujourd'hui, mais partout, et puis depuis tantôt, sont asphyxiées par les charges. Ce que nous proposons, c'est évidemment, et ce que proposent les chefs d'entreprise après discussion avec eux, c'est que la collectivité régionale puisse être un appui fort, un appui financier. Ce n'est pas la région qui fixe les charges des entreprises, madame. Absolument pas, mais effectivement, la collectivité régionale, avec l'ensemble des parlementaires que nous avons ici, je rappelle que nous en avons 7, devrait prendre ce dossier-là à bras-le-corps et aller au-delà et traiter là où il faut, et notamment à Paris. Alors, je ne vais pas vous vexer en vous disant que vous n'êtes sans doute pas présente à ces élections pour les gagner, compte tenu des cadres qui sont en place. Alors, quelle est l'ambition, si j'ose dire, d'Ambition Guadeloupe? Alors, vous ambitionnez je ne suis pas vexé. Non, je suis pas vexé du tout. Quand on va dans un combat ou quand on va dans une épreuve, eh bien, on y va pour gagner, on se donne les moyens de gagner. Donc en fait, on y va avec toutes nos forces pour faire passer nos idées. C'est ça. C'est quoi gagner? Gagner, effectivement, c'est rentrer au conseil régional pour réchauffer les sièges de la région. C'est pas notre but. Notre but, c'est de travailler pour la population. Alors, gagner 2-3 sièges, non. On veut une équipe, une vraie équipe. Les Guadeloupéens, les électeurs guadeloupéens nous diront combien de sièges ils permettent effectivement à la liste oui à la Guadeloupe pour que nous puissions travailler concrètement et qu'on ne soit pas vulgairement effectivement dans une minorité de travail où on n'aura pas vraiment droit de citer. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure que vous n'étiez ni de gauche ni de droite, que vous étiez comme la Guadeloupe. Alors, vous avez évalué l'éventuel 2e tour qui pourrait, dit-on, d'après surtout les derniers sondages que vous avez d'ailleurs contestés, comme tout le monde, le 2e tour qui pourrait se jouer entre les 2 principaux candidats, pour ne pas les nommer, Henri Chalus et Victorin Lurel. Quelle serait votre position dans ce cas-là? Je dis aux électeurs guadeloupéens de ne pas nous demander de faire un choix entre la peste et le choléra. Nous sommes le oui à la Guadeloupe. C'est ce que nous proposons aux Guadeloupéens. Nous leur demandons de ne pas nous permettre de faire de compromission quelconque.
Donc de nous permettre d'avoir 10-13% pour que nous puissions être au second tour par nous-mêmes. Nous voulons représenter la Guadeloupe. Quand je dis effectivement qu'on n'est ni de droite ni de gauche, nous sommes des Guadeloupéens, des citoyens compétents, des citoyens ayant une expérience, des citoyens nous vivons effectivement les réalités de notre territoire. Donc ce n'est pas une question de droite, de gauche. Aujourd'hui, il faut défendre des valeurs. Et c'est ça que nous défendons. Mais vous risquez de devoir prendre position entre le premier et le second tour quand même. Les seules personnes qui doivent prendre position aujourd'hui, parce que nous agissons et nous avons fait notre part. Notre part, c'est de nous engager pour notre pays et de nous présenter devant la population et devant les électeurs. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux électeurs, c'est de voter massivement au premier tour pour le oui à la Guadeloupe, effectivement, que j'ai l'honneur de conduire. Merci Mélina Semo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Les journées de l'enfance organisées aujourd'hui par le conseil départemental avaient aujourd'hui des allures d'une grande fête foraine aux fleurs d'épée. Une journée de loisirs en famille, mais la réflexion n'était pas bien loin. La réflexion sur les principales thématiques de l'enfance en Guadeloupe. Patrick Curie. Les 12e journées de l'enfant sont organisées sur le thème du respect. Un thème qui rappelle qu'ils ont des droits. Aujourd'hui, au Fleurs d'épée, les activités ludiques passionnaient les enfants venus là. Je jouais à un jeu, ça consiste en fait à faire une ligne droite. Et je pense que c'est un jeu ancien et voilà, et c'était bien quand même. Bien agréable, il y a des jeux, des caboines à domino, des jeux gonflables, c'est bien. L'un des aspects de cette manifestation est le pont intergénérationnel qui rapproche les plus jeunes de nos aînés. Eh bien, tout à fait, toujours. Hein, ça, c'est un aspect sur lequel on est très attentif. L'intergénérationnel, tout ce qui va être aussi la partie transmission, hein, puisque dès qu'on parle d'enfants, on parle de parents, mais on parle aussi de grands-parents, on parle aussi de famille élargie, surtout chez nous en Guadeloupe, dans notre tradition culturelle, la famille élargie, les grands-parents ont une place qui est centrale. Et donc, toujours évidemment, aussi dans la culture, notre culture traditionnelle, il s'agit que les enfants puissent avoir accès justement à ces jeux traditionnels qui sont magnifiques. Hein. Et ça ne sera pas la première édition pendant laquelle nous aurons mis en exergue, hein, mis vraiment en valeur ces jeux traditionnels qui passionnent les enfants. Hein. Encore l'année dernière, les enfants se précipitent. Hein. On les croit absolument, comment dirais-je, pris, comme on dit chez nous, sur les jeux électroniques et tout ce qui concerne cet aspect-là. Mais ils aiment la nouvelle technologie, mais ils aiment aussi les traditions. Cette journée fait l'écho à la Journée internationale des droits de l'enfant et entre dans le schéma départemental 2015-2019 visant à améliorer et renforcer la qualité de l'accueil des jeunes pris en charge. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe et on commence ce soir par la Jamaïque qui publie les chiffres de sa saison touristique, des chiffres plutôt positifs. Jamaïque, bonne santé de la saison touristique. Les responsables du secteur du tourisme font état d'une saison en nette progression. Quelques 1 600 000 touristes ont visité le pays durant les 9 premiers mois de l'année, soit une augmentation de 5,5% par rapport à la période précédente, a affirmé le ministre Wakeham McNeil. Il a également déclaré que cette progression est due à la reprise de l'activité économique aux États-Unis. Il a par ailleurs annoncé qu'un nouvel aéroport entrera en service pour la saison touristique d'hiver qui commence le 15 décembre. Plusieurs compagnies aériennes américaines desservent d'ores et déjà l'île en direct en provenance de Philadelphie, Pennsylvanie, Los Angeles et Houston. Le ministre se réjouit d'avance de la mise en place en 2016 de vols en provenance directe d'Irlande. Antigua, Black Lives Matter, suite à la couverture par les médias occidentaux des attaques à Paris perpétrées par l'État islamiste qui ont tué 130 personnes, le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis s'est interrogé sur le silence de ces mêmes médias quant aux atrocités similaires provoquées contre des Noirs. Combien de personnes savent que 148 étudiants ont été assassinés par des militants Al-Shabaab qui ont pris d'assaut les dortoirs du collège universitaire de Garissa, au Kenya, lors d'un siège qui a duré 15 heures en avril dernier. Une situation similaire s'est produite en janvier de cette année où 12 personnes ont été tuées dans un attentat terroriste à Paris dans les locaux de la revue satirique Charlie Hebdo. Alors que les écrans de télévision et les premières couvertures des journaux occidentaux étaient remplis de gros titres hurlant de terreur et affichant un élan naturel de sympathie pour la France, il y avait peu ou pas de couverture des attaques djihadistes qui ont eu lieu dans le nord du Nigeria et le Yémen le même jour.
Le groupe islamiste Boko Haram au Nigeria a tué plus de 2000 personnes dans la ville de Baga et les villages voisins, brûlant des communautés entières au sol. Au Yémen, 37 personnes ont été assassinées par Al-Qaïda. Autre registre, Barbade, Rihanna est la petite amie de Chris Brown. Les deux femmes sont impliquées dans une querelle publique qui est censée avoir débuté après que Rihanna ait eu tweeté une photo d'un paquet de gâteaux de riz chaussés de lunettes de soleil, de boucles d'oreilles avec la légende « Je vais faire de toi ma... ». Un tweet largement perçu comme raciste vu que la nouvelle compagne de Chris Brown, la mannequin Karwesh Tran, est d'origine vietnamienne. Les choses se sont envenimées après que Rihanna ait remixé un morceau sexuellement explicite à destination de Chris Brown. On revient chez nous avec l'actualité sportive et le championnat de division d'honneur, la 7e journée. Une 7e journée qui a été marquée par des incidents. Après la défaite de l'Étoile de Morne-à-l'Eau, l'entraîneur Alain Vertot aurait été insulté et des bagarres auraient même éclaté entre des supporters et des membres de sa famille présents dans les tribunes, ce qui aurait nécessité l'intervention des gendarmes. C'est une affaire à suivre. Sur le terrain maintenant, c'est l'USR qui reste leader de ce championnat à l'issue de cette 7e journée. Une journée qui s'est achevée hier soir avec ces 3 rencontres. Le CSM qui poursuit son petit bonhomme de chemin en battant le Phare du Canal 2-0. La Gauloise a été battue chez elle 1-0 et la Solidarité scolaire s'est imposée difficilement face à l'Amical Club de Marie-Galante, 1-0. On passe à l'automobile. Edmond Biki est de nouveau champion de la Guadeloupe et ce pour la 6e fois. Il a dominé encore le rallye du Sud-Bastère, qui était la dernière compétition du championnat. Et ce, malgré une casse subie au cours de la première journée hier. Son capot arraché, son pare-brise cassé. Malgré tout cela, Biki s'impose à Bastère. Il devance le Martiniquais Nalamoutou. Le salon du développement personnel et du bien-être s'est achevé aujourd'hui au World Trade Center et au cours de cette dernière journée, de nombreux Guadeloupéens se sont encore intéressés aux méthodes et aux techniques de massage aux fins de relaxation. Anne-Elisabeth Arsène. Quoi de mieux que de se faire chouchouter tout en se faisant du bien? José, lui, ne s'est pas fait prier. Pour être au calme, pour passer un moment justement dans l'esprit du salon, de la zénité, et passer un bon moment en fait. On m'a proposé un massage du dos, donc pourquoi pas, ça ne peut faire que du bien. Alors avant tout, je dois dire que je m'intéresse beaucoup à toutes les médecines naturelles et pour être bien dans son corps, bien dans sa tête. Alors dimanche matin pluvieux, quoi de mieux de venir faire du bien. Alors j'arrive juste et je tombe sur le stand de madame qui me propose un massage des pieds. Et je viens justement de prendre conscience du degré de stress que j'avais pour me relâcher au niveau des articulations et tout. Et qui est très agréable et puis je me sens déjà un petit peu plus repulpée. Jocelyne vient depuis l'ouverture de ce salon. Elle a répertorié ses stands préférés et profite de ce dernier jour pour prendre soin d'elle. Et me voilà dans celui qui correspond réellement à mes attentes parce que j'ai voulu effectivement me faire plaisir à mon corps. Donc j'ai choisi d'abord le massage des pieds, puis le massage lymphatique du visage et maintenant je vais faire le massage des jambes. Donc déjà les 2 premiers massages m'ont beaucoup plu, m'ont effectivement très détendu. Je pense que je n'ai pas trop de difficultés à vous le montrer. Je crois qu'on ne pense pas assez souvent à nous. Et puis ça me permet aussi de rencontrer des professionnels, de prendre des dépliants et peut-être par la suite pouvoir les contacter. Et donc j'ai essayé le massage relaxant et ça s'est très bien passé. Et là je regardais donc l'atelier là, pour pouvoir faire un jardin à domicile. Comme je ne m'y connais pas, donc je vais faire appel à un professionnel qui devrait pouvoir m'aider. Je m'intéresse à tout ce qui est produit naturel et tout, voilà. Alors je suis venue là aujourd'hui voir un petit peu ce que nos compatriotes exposent et ce qu'on peut nous proposer sur tout ce qui est le bien-être. Et à côté, pour le miel, entre autres, que j'adore, que j'aime bien, que je vais en acheter tout à l'heure. Je suis venue parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le bien-être. Je suis très branchée là-dessus. Et c'est tout en parcourant les différents stands, madame m'a proposé de faire un essai. Et c'est un appareil que je ne connaissais pas du tout. Mais on ressent un bien-être, vraiment, c'est vraiment bien.
Ce rendez-vous des métiers du développement personnel et du bien-être a tenu toutes ses promesses. Le sourire et la zen attitude des personnes interrogées pour notre reportage en sont la plus belle preuve. Et nous refermons cette édition avec la grande parade des quadrilleurs cet après-midi dans la rue de Pointe-à-Pitre. Une manifestation qui veut s'inscrire dans le calendrier pour faire continuer à vivre cette musique et cette danse traditionnelle guadeloupéenne, pratiquée encore par très peu d'amateurs. Anne-Elisabeth Arsène était sur place. La parade des quadrilleurs a réuni sur le parvis de la mairie de Pointe-à-Pitre de nombreux aficionados. Valoriser le patrimoine culturel, c'est le mot d'ordre de la Fédération de quadrilles. Depuis la première édition, on a eu des petites difficultés pour mettre au point, mais maintenant tout est bien rodé. L'orchestre, les membres, on n'avait pas autant de monde au début, mais maintenant nous avons un potentiel de 260 personnes qui vont dérouler tout à l'heure dans la rue. Alors, vous voyez, au début, on avait commencé à 50 personnes et on est déjà à 260. Alors, ça permet aussi de développer le patrimoine culturel guadeloupéen parce que c'est ce que nos ancêtres nous ont légué. Donc, nous devons le faire perdurer. Nous avons des jeunes, mais comme actuellement avec le temps libre dans les écoles, dans presque toutes les écoles, on fait danser le quadrille maintenant dans toutes les écoles. Cette mamie de 81 ans a encore le rythme dans la peau. Son secret, la danse. Madame, je danse le quadrille. C'est ma vie, c'est la danse. Pour moi, je dis tous les jours, merci Seigneur. J'ai 18 ans, vous savez, hein, et je danse toujours. Et c'est ça ma vie, c'est la danse. Vous ne savez pas danser, ramenez-vous vers l'association. On va vous montrer comment danser le quadrille. Beaucoup de spectateurs ont ainsi pu profiter de ce spectacle haut en couleur. Je suis venue voir ma mamie. C'est une manifestation colorée qui donne envie de venir voir les danseurs en Guadeloupe. Pour mon ami qui est de passage, ça tombe très bien. Ça lui permet vraiment de voir un petit peu toutes ces choses de son enfant. J'habite à Guadeloupe depuis une année. Première fois, j'ai vu quelque chose comme ça. C'est pareil comme en Pologne. En Pologne aussi, beaucoup sont très, très populaires des costumes des régionales. Pour moi, c'est très surprise. Cette petite île comme c'est Guadeloupe, c'est très, très riche. J'ai vu beaucoup de groupes, toutes les villes. Lancier, impérial, le quadrille sous toutes ses formes a paradé fièrement dans la cité pointoise. Danse démocratisée dans les années 30, le quadrille se modernise au rythme de la batterie, mais n'en demeure pas moins authentique. Et c'est vrai que c'est une danse absolument magnifique, en tout cas moi j'aime, et une danse bien ancrée, notamment dans le territoire de la ville des Abîmes. Le temps qu'il fera demain, c'est tout simple, il y aura du soleil partout sur la Guadeloupe avec tout juste quelques petits nuages au-dessus de la soufrière. Les températures oscilleront entre 27 et 29 degrés, notamment à la Désirade et à Marie-Galante. Au programme ce soir, dans un instant, le journal de TF1, bien sûr, qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Et puis ce soir, notre magazine Zone Interdite, qui sera consacré aux attentats. Vous retrouvez à compter de demain et ce pour toute la semaine Aurélie Ronge. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe. À très bientôt.